Donc voilà, Chantal Laroche-Poupard, notre amie Chantal, co-organisatrice, elle est membre du comité de pilotage du Cercle Cinéphile. Et c'est elle qui nous avait proposé Kumva, qui nous l'avait présenté. Donc je vais lui donner la parole 2 minutes pour qu'elle nous présente Sarah et pourquoi elle avait flashé sur le film. Sarah, si elle a envie, mais surtout après, elle répondra à quelques questions. C'est un tout autre film, vous allez voir, très émouvant et qui pose beaucoup de questions sur l'après. Je vous laisse la parole. Merci de me vous voyez, cher Claude, pour une fois. Bien. Sarah, on s'est connus, Sarah et moi. Ah oui, micro, c'est mieux. On s'est connus, Sarah et moi, donc au mois d'octobre dernier, lors du Doc Leipzig, c'est-à-dire le Festival international du documentaire. Et le film de Sarah, Kumba, ce qui vient du silence, était en compétition. Et nous avons décidé avec mon jury, le jury interreligieux, de lui donner notre prix. Le jury interreligieux... C'est d'ailleurs écrit au milieu. Et donc ce prix est donc formé de jurys qui sont nommés par Signy Cinéma et Interfilm, qui sont les associations qui organisent le jury œcuménique du Festival de Cannes. Alors je ne dirai peut-être pas trop de mots parce que le film va parler de lui-même. Ah, Sarah, si tu veux dire quelques mots. Non mais merci à tous d'être là et je dis en effet pas grand-chose sur le film. En revanche, je serais ravie après la projection de répondre à des questions ou même avoir vos réactions ou d'échanger sur le film. C'est toujours important pour moi en tout cas. Voilà, bonne projection à tous. Encore un petit mot pour les jeunes. Je sais que les portables, ça fait partie de votre vie. Mais dans une salle de cinéma, on les met dans sa poche, on les ferme. Et on filme pas le film. Un grand merci. Félicitations, Sarah. C'est un film choc, quand même, fort, sombre pour moi, j'avoue, qui pose beaucoup de questions sur la réalité de la vie là-bas et sur l'avenir. Donc, tu ne peux pas répondre à cette question, bien sûr, c'est la vie qui nous le dira. On va peut-être demander aux amis s'ils ont des questions, s'ils ont des réactions. Ils sont encore sous le choc eux aussi. Ah bah, alors ça c'est Dominique, mais peut-être que d'autres ont envie de... Voilà. Oui, alors voilà, ça démarre. Attends. Merci beaucoup pour votre film, ça m'a beaucoup touché. Et je voudrais vous demander comment vous avez obtenu les rencontrer tous ces gens que vous avez interviewés sur les côtés de YouTube. Merci. En fait, ce sont le projet du film, au départ, c'était de pouvoir... je questionnais ma génération, donc ceux qui étaient enfants au moment du génocide des Tutsis. Et j'ai donc d'abord rencontré les enfants, c'est-à-dire ceux qui vont ensuite m'emmener vers leurs parents. Je les ai rencontrés pour la plupart, presque tous, hormis Noël, donc à la fin avec ses parents, enfin son père génocidaire avec son père Emmanuel. Hormis Noël, je les ai tous rencontrés à travers... en fait, ça a été un long cheminement, ça a été des années de cheminement vers eux, mais la rencontre
c'est faite au sein d'un lieu qui s'appelle Iriba à Kigali et qui est dirigé, qui a été fondé surtout par Assumpta. Assumpta est une sociologue qui aussi joue une sorte de rôle de psychothérapeute à Kigali. Non, ça c'est Emilienne dans le film, mais Assumpta, voilà, c'est une femme importante au Rwanda et qui est une amie. Et en fait, elle connaissait très bien le projet, elle connaît le projet depuis 10 ans. Et du coup, voilà, c'est grâce à elle, mais grâce à ce lieu qui est un lieu en fait une sorte de lieu refuge, un peu de lieu qui permet à beaucoup de gens, pas forcément des rescapés d'ailleurs, mais à des gens de venir parler, se retrouver, être dans un lieu un peu comme ça. Oui, refuge. Et d'ailleurs, ce lieu était à l'origine fondé pour devenir un lieu d'archives sonores, d'archives de la mémoire sonore dont on a bien vu. Voilà, c'est dans le film de Thomas tout à l'heure, voilà, la question du son de la radio au Rwanda est depuis toujours très importante, depuis que il y a toujours eu la radio et pas vraiment la télé. Mais donc ce lieu a dérivé en fait de ce lieu d'archives. Il est aussi devenu ce lieu important pour les gens d'aller se réparer. Et en fait, je les ai rencontrés pour certains déjà dans des moments un peu de psychothérapie. En fait, c'est-à-dire j'ai Assumpta, voilà, je les ai rencontrés grâce à Assumpta et ensuite je leur ai demandé de pouvoir assister à des moments où ils parlaient et puis on se revoyait et je parlais du projet du film et en fait, ils ont très vite eu envie du film, envie de faire le film avec moi. Mais en fait, ces rencontres-là, donc questionner, moi, le projet du film était de questionner d'abord le souvenir partiel que l'on a quand on était enfant au moment du génocide et qu'est-ce qui reste et comment, en fait, à la fois ce sont des images manquantes parce que on se souvient mais mal parce qu'on était trop enfant pour se souvenir bien. Et puis par ailleurs, du coup, on n'a pas de mémoire de l'avant. Et en fait, cette mémoire qu'on appelle la mémoire pré-traumatique, mais qui se retrouve dans nombre de traumatismes, il ne s'agit pas que du génocide. Cette mémoire pré-traumatique, elle m'intéressait aussi à questionner à travers le souvenir des disparus, donc faire revivre. Et c'est vrai que les Rwandais disent beaucoup ça aujourd'hui. Enfin, encore là, avec les commémorations, on entend parler des gens importants, des personnes qui ont une parole importante à entendre, notamment Dorcy Rugamba, qui est un dramaturge, metteur en scène, poète, et le fils d'un des grands poètes rwandais, qui parlait il y a quelques jours de ça, c'est-à-dire de redonner justement de la chair aux disparus, de les rendre vivants, et que c'est comme ça qu'on peut pallier à la mort, en fait, en les rendant vivants. Et ce projet-là, quand ils l'ont eu accepté, la grande question, c'était les parents. J'étais pas très sûre, surtout que sur la temporalité en fait du film, au moment où je les rencontre et donc je les revois plusieurs fois au cours de 2-3 voyages. Et ensuite, il y a le moment du tournage, qui est toujours un moment où en documentaire, on a toujours cette peur, d'autant plus que moi, je filme loin de chez moi. Donc ces milliers de kilomètres qui nous séparent, tenir dans la distance la rencontre, la connaissance de l'autre, l'amitié qui naît, toutes ces choses-là qui sont des enjeux dans le cinéma documentaire, du coup était un enjeu énorme puisque je n'étais pas sûre de pouvoir rencontrer les parents à mon retour au voyage suivant. Ce voyage suivant qui en fait allait être le tournage en équipe. Et finalement, voilà, c'est aussi un peu la beauté du documentaire, de ce réel qu'on espère et puis qui vient, quoi. Et du coup, les parents étaient bien là. Ils m'ont emmené. Donc là, c'est le voyage, quoi. Parce qu'en fait, on a fait du coup les voyages tous ensemble vers les parents, les mères pour la plupart, peu de pères, et jusqu'au lac Kivu, surtout parce que c'est une traversée jusqu'au lac Kivu qui nous emmène à cette frontière avec la RDC et cette frontière naturelle qui est le lac Kivu. Et là où je filme, donc la fin du film qui se situe là, qui est à la fois ce père Emmanuel et son fils Noël que je ne connaissais pas, mais il se trouve qu'Emilienne est donc Emilienne est la personne que vous voyez dans le jardin avec sa fille, Cynthia. Emilienne est dans le film, mais pour le coup, c'était pas prévu, puisque Emilienne est une amie psychothérapeute et à qui j'ai demandé d'être l'interprète sur le film, parce que je ne voulais pas un simple interprétariat en quelque sorte. C'est une langue très complexe, le Kinyarwanda. Et donc voilà, Emilienne m'emmène vers le lac Kivu et là où elle a vécu, là où sa famille a vécu, et là où elle est elle-même psychothérapeute d'Emmanuel, ce papa génocidaire. Voilà, et donc voilà, pour vous raconter un peu ce cheminement à travers, pas en condensé, mais... Oui, c'est le témoignage extrêmement généreux et vraiment très sincère. C'est très rare d'avoir le contact comme ça.
Magnifique. Merci. Félicitations. Oui, en tout cas, merci encore pour ce film. Je ne vais pas prendre le risque de vous poser... j'ai énormément de questions sur le film, mais je ne vais pas vous les poser puisque j'ai peur de la réponse. Quand je dis peur, je veux dire, j'ai été tellement transporté par ce film. Chaque moment était saisissant, en fait. Et cette intelligence, je dirais... Dès le départ, quand vous avez fait le débat, je sentais cette intelligence dans vos réponses et tout ça. Et on retrouve cette intelligence dans ce film et à chaque moment. Et donc, quelles sont vos sources d'inspiration? Il faut nous parler plus de ça que, je pense, les images, on va pas prendre le risque de les commenter puisqu'il y a beaucoup de choses. Et le réel, c'est ce que l'on vit. Et à partir du moment où on porte un discours là-dessus, il y a quelque chose qui se fait ou quelque chose qui se perd. Voilà, c'est vous en fait, cette fascination. Donc bravo encore pour ce que vous avez fait. Merci. Alors moi j'ai quand même une réaction aussi. C'est un film qui m'a beaucoup troublée et qui m'a... Je vais être direct, hein, parce que tu vas me répondre de toute façon, qui ne laisse pas beaucoup d'espoir en fait. Voilà. Alors, on n'a pas vu le film de la même façon du tout. Chantal, qui voit là, elle va s'exprimer elle-même. Enfin, on a eu le débat, qui voit un film où elle voit beaucoup la réconciliation, l'avenir réuni entre les victimes et les bourreaux. Et moi, je sens derrière tout ça, voilà, des choses qui pourraient renaître. Je le dis comme je le pense. Pardon ? Voilà. C'est un film très beau, très dur, très éprouvant à regarder, parce que justement, on sent pas énormément l'espoir chez les gens. Je parle pas de toi, hein, pas de ce que tu as voulu montrer. Hein. Tu as montré les gens tels qu'ils sont. Et les gens comme ils sont durs, ils sont tristes, ils sont renfermés, ils sont bloqués en fait. Et le père extraordinaire, l'Emmanuel hein, de la fin, hein, profil grec en plus, très beau, très rentré. Alors il fait une thérapie, hein, si j'ai bien compris. Il en a absolument besoin, c'est vrai. C'est presque le plus ouvert de tous. Hein. Donc, je regarde ce film, on entend beaucoup de choses sur le Rwanda, la justice est passée par là, la vérité, la réconciliation se fait, c'est un pays qui revit, on ne le voit pas dans ce film, on voit des gens dans la campagne profonde du Rwanda, en plus, on ne les voit pas en ville, sauf les deux garçons qui traversent en voiture, et qui sont gays d'ailleurs, paradoxalement, hein, qui arrivent à parler de la mort assez facilement. Ils ne le vivent pas de la même façon, ils ne l'ont pas vécu de l'intérieur comme les autres. Hein. Donc voilà, j'aimerais ton avis là-dessus. C'est une réaction que je t'offre, hein. C'est pas une question en fait. Mais c'est vrai, je l'ai vu 2 fois, je le reverrai peut-être encore, mais je reste sur ma première impression renforcée encore. Oui, je pense qu'après, chacun, en effet, a son sentiment et son interprétation, et ça vous appartient à chacun. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que dans le projet du film, dans mon désir jusqu'à l'aboutissement, donc jusqu'au montage et à la post-production, je crois que moi-même, je cherche ni à raconter l'espoir, ni à raconter l'impossible espoir. Je crois que je montre ce qui est, et je pense que ça raconte aussi la complexité du Rwanda. Je crois que ça raconte la complexité de la réparation, et notamment ce dont on parlait tout à l'heure lors de la discussion, c'est-à-dire la question aussi de la réparation des âmes, des esprits, donc de la question de la santé mentale. Et puis, je crois que, en revanche, ce qui est sûr, c'est que le film tisse quand même cette relation aux morts. Et moi, je pense qu'elle est nécessaire, mais dans toute société. Enfin, chaque société a sa manière de faire. Mais au Rwanda, on a cette manière-là aussi de redonner justement, voilà, pour que les morts reviennent parmi nous, qu'ils soient peut-être à nouveau vivants ou se réparer. On parle d'eux comme au présent. Voilà, on raconte des anecdotes. On a besoin de les rendre vivants à nouveau. Et
Voilà, et je pense que le film aussi, entre ça et ce dont tu parles, c'est-à-dire une forme de lumière, parce que je pense qu'il y en a une aussi dans le film, c'est-à-dire j'ai aussi cherché, alors notamment parce que il fallait laisser la place après les paroles à aussi des temps de respiration, que le spectateur puisse aussi reprendre un peu parfois ses esprits après une rencontre avec chacun. Et du coup, il y a aussi ces paysages-là qui sont évidemment des paysages terribles, puisqu'ils racontent la mort. Hein. Au Rwanda, c'est ça la particularité des paysages, c'est on est mort dans ces paysages pour la plupart, enfin, on est rarement mort dans les maisons. Donc du coup, les gens sont morts comme ça dans ces paysages-là. Et donc évidemment que les paysages racontent cette mort-là. Et en même temps, il y a une forme de lumière dans ces paysages, parce qu'il y a de la vie, parce qu'il y a... En fait, je pense que c'est un peu ce grand truc que j'ai cherché aussi en montage, c'est-à-dire ramener de la lumière là où il y en a peut-être pas toujours, ou donner l'impression que les fantômes où les petits fantômes reviennent, et en même temps il y a la vie, il y a la jeunesse, il y a Cynthia, il y a les chants, et bien sûr il y a les chants de Beata, enfin de Betty, avec qui j'ai choisi ce répertoire de chants et à qui j'ai proposé d'être dans le film, et qui, je pense en effet, oui, sont là aussi pour raconter aussi cette lumière que je cherche aussi à... Mais de toute façon, oui, je crois que ça appartient en effet à chacun, ouais. Merci encore. Merci beaucoup. Bonne soirée. Alors, on ne s'en va pas comme ça. On attend encore 2 petites minutes. Je cherche mon... Je ne sais pas ce que j'en ai fait. J'espère que je vais le retrouver. Alors, je vais demander de l'aide au régisseur. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. On peut cliquer là-dessus. Voilà, alors je veux vous signaler le festival de cinéma L'Europe autour de l'Europe, dont nous sommes partenaires. Il est dirigé, comme chacun sait, par Irena Bilic. Il a ouvert le 2 avril. Alors, je vous ai envoyé à certains d'entre vous l'information, mais tout le monde n'a pas ouvert parce qu'on s'est dit, tiens, c'est Claude, elle nous rappelle qu'il faut aller au Rwanda, et on le sait, et donc on n'a pas ouvert. Sauf que l'ouverture, c'était le 2 avec les frères Taviani, Padre et Padrone, et c'était fort extraordinaire, évidemment, ce film à l'ouverture, qui n'a pas toujours été bien compris par les spectateurs d'ailleurs, mais ils l'ont trouvé très dur, très violent. Alors la violence, on l'a eu ce soir. Dans la campagne sarde, c'est une autre forme de violence, mais bon, liée à l'éducation, à la génération, à la vie dans la campagne et au conflit de génération d'ailleurs. Rien à voir évidemment avec ce qu'on a vécu ce soir. Alors, vous avez les programmes. Je vous ai envoyé pour certains, ceux qui reçoivent cette affiche, il faut regarder en dessous, il faut dérouler un peu, regarder le programme, on clique dedans et on a tout le programme. On peut tourner encore là-haut. Voilà. Alors nous, on organise une soirée, enfin on co-organise avec le festival une soirée, donc c'est tous les jours, il y a une centaine de films, hein, vous allez voir le programme, c'est impressionnant, c'est visage d'homme, visage du monde. Donc, alors évidemment, là, on peut regrouper beaucoup de choses. Bon, ce sera une soirée Jean Vigo le 9 avril, c'est-à-dire le 9, alors attendez voir que je ne me trompe pas, mardi prochain. Donc, j'animerai avec mes amis de l'Europe autour de l'Europe la soirée autour du merveilleux La Talente. Alors, je vous invite bien sûr à venir. C'est au studio des Ursulines. C'était la salle que nous avions pour le festival Eurafriclap, le festival africain que j'ai animé, dirigé pendant 5 ans avec, comme je le disais tout à l'heure, une trentaine quand même de films dans la semaine, ce qui était assez lourd mais formidable, qu'on a dupliqué d'ailleurs à Bamako, au Mali, et c'était extraordinaire parce qu'il n'y avait plus de cinéma, et d'ailleurs ça a relancé les rencontres cinématographiques de Bamako. Je regarde petit film parce qu'il est malien, il est de Bamako. Donc on tourne encore. Alors ça, c'est pas du cinéma, c'est du vrai, de vrai. C'est un colloque que j'organise le 30 avril prochain
sur l'avenir du nucléaire, mais les conditions de la réussite de la relance du nucléaire, parmi lesquelles, évidemment, l'éducation, la formation et l'emploi sont des enjeux majeurs. Ce ne sont pas les seuls, on a les enjeux du financement, on a les enjeux de la technologie, on a beaucoup d'enjeux, mais ça, on a fait beaucoup de colloques sur ces questions-là. Cette fois-ci, on se prend de plein front les enjeux de la formation. Il faut former 450 000 jeunes en Europe si on veut réussir le challenge de la relance nucléaire pour qu'il représente 25% de l'électricité dans le mix électrique. Donc vous imaginez le défi que ça représente. 100 000 jeunes à former dans les 10 ans en France et on n'a pas les formateurs. Donc, puisque ça fait 20 ans qu'on n'enseigne plus pratiquement le nucléaire dans nos écoles, donc il va falloir peut-être mobiliser d'ailleurs les seniors ou les travailleurs du nucléaire qui ont aussi à construire les centrales. Donc, double challenge. On en discutera le 30 avril, une très belle après-midi qui me fait plaisir. Ce sera certainement mes derniers entretiens européens. Ce sera la 22e édition. Je fais ça depuis plus de 20 ans. Ça fait 22 colloques internationaux, une centaine de conférences, une centaine, voire plus d'articles. Voilà, on va se consacrer au cercle cinéphile après. Donc, après, le soir même de cette séance, eh bien voilà, on aura un film. Donc, ce sera la 22e séance du cercle cinéphile. Nuclear Now, c'est un film d'Oliver Stone. Donc, je suis très, très contente d'avoir ce film. Il sera en avant-première à Paris. Il a été au festival de, je ne sais plus lequel, Berlin ou Venise, là-haut. Et il a été primé. Il a été monté à Bruxelles il y a un mois avec 500 personnes, à Rome avec 800 personnes. On l'a, nous, pour le colloque du 30 avril. J'en suis très, très fière. Il a été produit par Nucléo, qui est une start-up du nucléaire qui vient de lever 400 millions pour produire un nouveau réacteur. Un réacteur innovant. Donc Nucléo, ils ne seront pas là, mais nous, on y sera. Et puis, on va remplir cette salle, évidemment, et l'après-midi et le soir. Et puis, on va faire par Zoom. Là, je pense quand même qu'on aura plusieurs centaines de personnes par Zoom, plus que dans nos séances cinéma. Et je suis très contente de pouvoir faire cette soirée nucléaire, qui est quand même la 3e du cercle, puisque vous vous souvenez de la soirée atomique qu'on a fait, qui était non moins intéressante. Et puis, la soirée sur les gardiens de la formule, sur les premières grèves des moissonneuses, ça touchait à notre sujet. On tourne encore. Alors, ça, vous le connaissez, c'était pas pour ce soir, mais ça fait rien, voilà. Pour ceux qui ne l'ont pas acheté et qui ne l'ont pas encore lu, je vous invite à vous le procurer parce qu'on fera une soirée le 17 mai autour du livre avec un sujet qui va provoquer, j'espère, le débat et qui est un sujet qui me préoccupe beaucoup, guerre et paix. Voilà, en Europe. Quel avenir on se réserve en Europe? Bien sûr, il y a les enjeux éducatifs, bien sûr, il y a les enjeux démocratiques, il y a surtout les enjeux de la paix. On va le mettre à l'ordre du jour de notre cinéma. Et puis, oui, c'est pas fini, il y en a encore. Il y en avait encore une derrière. Non, mais l'autre, quand même, on va terminer par la dernière. Ah, flûte. François, souriez, vous êtes au cinéma avec Open World. Voilà. Abonnez-vous, c'est maintenant, parce qu'après, ces abonnements vont être transformés en adhésion avec l'association qu'on créera le 28 juin. Bonne nuit et à très bientôt. Merci.